je vois qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, c'est excellent. Nous, on aime, évidemment, tout le monde utilise ce mot d'économie collaborative. On peut mettre un peu tout et n'importe quoi dans ce mot-là. C'est pour ça que nous, on préfère être un peu plus précis et parler d'économie partagée. Et en fait, on n'est pas en train de jouer sur les mots. L'idée, c'est vraiment d'arriver à optimiser la base d'actifs existants. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'idée d'Uber, finalement, elle part d'un constat extrêmement simple, qui est de dire la plupart des voitures sont utilisées aujourd'hui environ 1 heure par jour. Donc c'est moins de 5% du temps. Donc quel est le système, quelle est la plateforme qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que ces actifs soient utilisés pour le mieux en permanence et du coup faire en sorte que les gens n'utilisent pas une voiture qui posséderait 5% du temps, mais simplement ne posséderaient plus de voiture et utiliseraient un actif qui serait partagé par tout le monde uniquement quand ils en ont besoin. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on parle d'économie, on parle de transport partagé, et on est vraiment convaincu que Uber est un acteur de cet écosystème de la mobilité partagée, écosystème qui va prendre en compte les transports en commun, les taxis, mais à côté Uber et d'autres concurrents. Donc c'est vraiment tout un écosystème, et on parle d'économie collaborative, certains utilisent ce mot, nous on parle d'économie partagée, pour bien dire qu'on a des actifs qu'on va utiliser d'une manière optimale, et donc en les partageant. Alors après, je ne sais pas si vous aviez un speech de prévenu de A à Z, et je peux complètement vous laisser le faire, mais puisqu'on est dans une journée autour du thème de la révolution, on voit bien ce que Uber a d'innovant, mais qu'est-ce que ça a de proprement révolutionnaire, d'après vous? Alors, je n'avais pas de speech prédéfini. En revanche, il y a des thèmes qu'on connaît bien parce que c'est des thèmes qui sont au cœur de l'offre Uber. La révolution Uber, et nous on croit vraiment que c'est une révolution, c'est le fait de dire qu'on est en train de changer les habitudes de consommation du transport des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce qu'on est capable d'offrir un service qui est, comme vous l'avez dit, fiable, c'est-à-dire on dit une voiture en moins de 5 minutes en moyenne, économique, donc pas cher, sûr, on a des standards de qualité et de sécurité qui sont très, très élevés, on va réhabituer tout un tas de personnes à utiliser ce type de service. C'est des gens qui, dans la plupart des cas, utilisaient plutôt leur véhicule. Et là, d'un coup, on leur dit, bah ouais, mais en 5 minutes, vous pouvez avoir une voiture et ça ne sera pas cher. Et en plus, c'est sécurisé et économique. Dans ce cas-là, ils vont se réhabituer à utiliser ce type de service. Et dans ce cas-là, on va avoir des gens qui vont changer complètement leur habitude de consommation du transport. Et ça, c'est une vraie révolution. Et qu'est-ce que vous dites à vos contempteurs? Alors évidemment, en France, il y a des campagnes de presse, on en a largement parlé aujourd'hui, qui sont toujours relayées. Je sais bien que rien de tout ça ne vient spontanément dans les rédactions et qu'évidemment, il y a des gens qui sont assez organisés du côté des taxis et de ce que Jacques Attali appelle les résignés réclamants, c'est-à-dire ceux qui vivent d'anciennes rentes de situation. Alors, je ne rentrerai même pas dans l'histoire de la patente ou pas la patente. Est-ce que vos voitures sans patente, c'est vraiment légitime? Ça, pour moi, c'est un peu un débat d'ancien régime. En revanche, on est dans une journée sur la révolution qui a tendance à promouvoir le fait qu'on crée des tonnes de jobs. Et moi, je n'ai pas de statistiques, donc je vais devoir me fier à vous. Mais j'entends beaucoup dire que les gens qui utilisent Uber le font comme un complément de revenus parce que par ailleurs, ils bossent en journée et qu'ils ont besoin de faire Uber en plus. Donc est-ce que, puisque tout à l'heure on citait Rifkin, vous faites partie de ceux qui rentrent dans les failles d'un capitalisme qui n'est plus assez redistributeur? Ou comment est-ce que vous défendez ce modèle social en fait? Alors déjà, il faut bien faire la différence entre d'un côté notre offre qui est prodiguée par des partenaires qui sont chauffeurs professionnels. Donc ça, ce sont des gens qui ont créé leur entreprise, qui ont souvent embauché, qui ont investi dans des véhicules et qui vont se joindre à notre plateforme pour avoir alors soit 100% de leur business via notre plateforme, soit simplement un complément de business parce qu'ils ont déjà une activité avec des hôtels, avec des restaurants, avec des entreprises. Donc ça, c'est une partie de notre offre. Et là, on voit bien qu'on leur apporte un complément ou la majeure partie de leur business, mais on n'est pas dans un complément de revenus per se comme on l'entendrait comme on l'entend en général pour l'économie dite collaborative.
À côté de ça, on a une offre qui est assez récente, elle a été lancée en février, qui met en relation des passagers avec des conducteurs individuels, occasionnels. Ce sont des gens qui ont un véhicule, qui ont un peu de temps et qui, quelques heures par semaine ou par mois, vont mettre à profit leur véhicule et leur temps pour transporter, partager leur véhicule et leur temps et transporter des gens qui en ont besoin, occasionnellement. On se rend compte que 80% des gens qui proposent de partager leur temps et leur véhicule sur notre plateforme occasionnellement sont des gens qui ont déjà un emploi ou un emploi à mi-temps. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a d'abord des gens qui sont dans une situation de précarité et qui ont besoin de compléter leurs revenus, qui ont besoin de ce surplus de revenus qui va leur permettre d'amortir un petit peu mieux leur véhicule. Donc là, clairement, on est dans une politique de redistribution des revenus plus équitablement. Alors sinon, éclairer mes lanternes économiques vacillantes, je sais que vous accompagnez le forum Osons la France et que si on rentre, je ne sais plus quel code, parce que moi j'ai la chance de pouvoir venir, pas à pied, parce que qui est-ce qui a envie d'habiter au Grand Palais, mais disons que je ne suis pas très loin, donc je n'ai pas recours à vos services, mais j'ai vu qu'en rentrant un certain code, on économisait 20 € sur la prochaine course, qui est évidemment un truc qu'un taxi ne vous fera jamais. Donc quelle est l'astuce économique qui permet au business model de marcher quand même? L'astuce, c'est que ça fait partie de notre investissement. Aujourd'hui, le business model d'Uber, c'est un business model avec peu d'actifs finalement, puisque tous les chauffeurs et conducteurs occasionnels qui sont liés à notre plateforme sont des partenaires indépendants. Uber ne possède pas de voiture. Et donc, la majeure partie de notre investissement, elle est avant tout dans l'acquisition de nouveaux utilisateurs. Et une manière d'acquérir ces utilisateurs, et ça c'est parce qu'on est un petit peu, on est très confiant dans la qualité de notre service, c'est de leur faire tester une première fois le service en comptant sur le fait qu'ils vont devenir addicts assez rapidement. Et donc on est prêt à subventionner, à leur offrir une première course. Et donc aujourd'hui, en rentrant le code, alors je crois que c'est OLF 2014 de mémoire, dans l'application, pour les gens qui ne connaissent pas l'application, ces gens-là auront 20 € offerts et donc en gros leur première course gratuite. Et ça c'est une manière de pouvoir essayer très facilement, très simplement et surtout gratuitement le service. Sauf s'ils sont très très loin, dans ce cas-là c'est déjà une très belle déduction et c'est déjà très très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur Uber? Parce que j'imagine qu'il y a un certain nombre d'utilisateurs. Non, vous avez tous répondu. Qui est-ce qui utilise Uber, là, petit sondage? Parce que je vois que 4, 5, 6. Il y a encore un tout petit peu de marge de progrès, mais c'est déjà pas mal quand même. S'il y a une question? Simplement, peut-être que ça m'a échappé, mais quelques chiffres sur la France, parce qu'on a assez peu de chiffres sur Uber, et notamment dans les villes où Uber est un peu au creux de la polémique. En France, combien d'utilisateurs, combien de conducteurs? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Alors, d'abord, en raison de sa forte croissance, il est assez difficile de donner des chiffres parce que les chiffres évoluent très très régulièrement. On a une croissance à 2 chiffres mois après mois. Uber déjà dans le monde, donc Uber ça a été créé en 2009 à San Francisco. À la base c'était une idée qui est née à Paris, à Le Web. Donc il y a quand même une petite teinte française malgré l'ADN très américain. Ça a été d'abord un développement dans les capitales américaines. Ensuite, Paris, encore une fois, et quand on dit osons la France, Uber a clairement osé la France. Paris a été la première ville internationale où Uber s'est implanté, c'était en 2011. Rapidement, on a continué à se développer dans de nombreuses autres villes. Aujourd'hui, on est dans pratiquement 50 pays, on est dans plus de 230 villes dans le monde. Et Uber en France, c'est 6 villes. Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Nice et de nombreuses autres villes à venir en 2015. En termes de chiffres, si je dois absolument donner des chiffres un peu plus précis, c'est plus d'1 demi-million d'utilisateurs en France. C'est plusieurs centaines de milliers de courses chaque semaine. Donc ça vous donne un petit peu la magnitude. Après, donner des chiffres précis, c'est plusieurs milliers de conducteurs et de chauffeurs professionnels qui se connectent régulièrement à la plateforme. Mais chose importante, c'est que tous ces conducteurs, tous ces chauffeurs qui se connectent à la plateforme se connectent absolument quand ils le souhaitent.
à leur gré. Alors ça peut être 3 heures par semaine, ça peut être 10 heures, c'est vraiment, c'est absolument comme ils le souhaitent. Et la vocation est de s'étendre dans d'autres villes, après ces 6 villes? Oui. Oui, aujourd'hui, on voit qu'il y a un marché énorme. Alors, c'est pas... En fait, on voit que ce service répond à une demande qui est aujourd'hui non satisfaite. Aujourd'hui, dans les 6 villes où on est en France, on a une très forte croissance, on a une très forte demande, à la fois de la part des gens qui veulent être transportés, mais aussi de l'autre côté, de la part des gens qui souhaitent proposer leur intervention sur la plateforme. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour nous de ne pas considérer d'autres villes. Et donc la France est clairement un des marchés prioritaires pour Uber dans le monde. C'est un des plus développés pour nous, parce que 6 villes dans un pays, ça montre un très fort développement. Mais il y a encore énormément à faire et la France est clairement une des priorités. C'est une des plus grosses équipes en fait dans le monde pour Uber. C'est un pays extrêmement innovant. On a vu, c'était la première ville internationale. C'est aussi la 2e ville dans le monde où on a lancé notre dernière innovation qui s'appelle Uber Pool. Uber Pool, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait que vous êtes prêt à partager votre trajet avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. En fait, l'algorithme, enfin la technologie Uber va identifier une personne qui est proche de vous au moment où vous faites votre demande, personne qui est proche de vous et qui en plus va dans la même direction. Et à ce moment-là, la technologie va vous matcher avec cette 2e personne et ainsi vous vous retrouvez avec quelqu'un dans la voiture, mais vous êtes capable de diviser par 2, enfin jusqu'à x2, enfin diviser jusqu'à 2 le prix de votre trajet. Donc c'est absolument pas négligeable. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question. Est-ce que j'y pensais en entendant le truc au vol? Est-ce que le prochain partenariat vraiment innovant, c'est pas de faire un partenariat avec Tinder et Grindr, comme ça la bagnole vous emmène directement? Non? C'est pas à l'étude? C'est pas encore à l'étude, c'est pas à l'agenda, mais je suis sûr que certains sauront en faire bon usage. Je sais pas, moi je suis déjà en train de, si vous voulez, je mets des billes dedans. Merci beaucoup Alexandre d'avoir répondu sans langue de bois, c'est très sympa. Merci beaucoup. Merci. D'ailleurs, si vous pouvez passer derrière.